Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo de 2024. Laissez-moi commencer par vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année en espérant que tous vos projets se réalisent et surtout que la santé soit au rendez-vous. Pour cette première vidéo de 2024, une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler de mon parcours, comment j'ai été gendarme et comment j'en suis arrivé à devenir youtubeur true crime. On va parler également de mon quotidien, de ma vie en Thaïlande, puisqu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, et des projets futurs, éventuellement, collaborations, autres projets, etc., etc. Voilà, donc installez-vous, et on va commencer par comment j'en suis arrivé à devenir youtubeur true crime. Le petit Rafu est né... Non, ça... je plaisante. Nous n'allons pas commencer par l'enfance. Un petit peu quand même, parce que je pense que dans la globalité du parcours, le premier élément vraiment important, ça a été au lycée. Puisqu'au lycée, j'ai commencé à très fortement m'intéresser à la photographie en rejoignant le club photo, qui à l'époque nous permettait d'apprendre un petit peu à faire des photos, mais aussi et surtout à les développer. Puisque c'était pas du numérique à l'époque, c'était de l'argentique. Un intérêt qui est par la suite devenu une passion, et passion qui s'est transformée en une passion un petit peu plus globale. Non seulement j'aimais prendre des photos, mais j'aimais également faire des vidéos, et en fait tout ce qui était lié à la création d'images. Et vous allez voir que ça a un impact assez important sur mes choix de carrière par la suite. Mais ma carrière, elle a commencé par gendarme, comme vous le savez certainement. J'ai décidé de rentrer en gendarmerie à l'âge de 19 ans, pour plein de raisons. Probablement le besoin d'être un petit peu plus cadré, parce que, à pas se mentir, j'étais pas forcément un enfant très sage en cours. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, ce cadre militaire. Mais aussi et surtout parce que je voulais, ça fait un petit peu cliché, mais et pourtant c'est ça, venir en aide à mon prochain, défendre un petit peu la veuve et l'orphelin. Voilà, donc j'ai commencé par rentrer en école de sous-officier de gendarmerie pendant 9 mois. Et là, il y a une autre étape très importante de mon parcours, puisque pendant l'école de gendarmerie, on est venu nous demander s'il y a des gens qui étaient intéressés et ou qualifiés pour de l'audiovisuel. Ce à quoi, évidemment, j'ai répondu que oui, que c'était mon cas. Et donc, j'ai eu la grande chance d'intégrer la cellule audiovisuelle de l'école. Et c'est donc comme ça que j'ai touché du doigt pour la première fois quasiment la vidéo, le filmage et le montage, puisque pendant l'intégralité de la formation, avec 2 autres de mes camarades, nous avons filmé l'ensemble des activités auxquelles nous participions, et puis nous avons réalisé à la fin de la formation un petit film souvenir. Ça m'a donné un premier goût très prononcé pour la vidéo, pour le fait de faire de la vidéo, donc de filmer, et ensuite de faire du montage. À l'issue de cette formation de 9 mois en école de sous-officier de gendarmerie, j'ai donc intégré mon unité, un escadron de gendarmerie mobile en Alsace. Et je vais prendre mon téléphone parce que je crois qu'il y a eu plusieurs petites questions par rapport à ça, justement, par rapport à mon passé de gendarme. Alors on peut commencer avec la question de Alex B, qui pose une question assez générale. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton ancien travail de gendarme? Alors je vais survoler, mais ça va répondre à quelques questions. Déjà, il faut savoir que je n'étais pas dans une unité d'investigation. Donc je n'ai jamais mené d'enquête, directeur d'enquête ou autre. Les principales missions de l'unité dans laquelle j'étais, c'était des missions soit de garde statique, donc des gardes de sites comme le palais de justice ou autres points, et également du renfort aux unités territoriales, donc en faisant des patrouilles sur le terrain, pour que eux, justement, aient plus le temps de s'occuper des dossiers, des piles de dossiers qu'ils ont, parce que très souvent, ils sont débordés, pour pouvoir mener les enquêtes, et voilà, passer du temps au bureau. Donc nous, on s'occupait de faire les patrouilles à leur place, en gros, ou en tout cas en renfort de ce qu'ils ont la possibilité de faire. Donc pas d'enquête, principalement du terrain, en gros. Comme vous êtes ancien gendarme, quelle est la pire affaire sur laquelle vous ayez travaillé ? Et à l'inverse, quelle affaire s'est terminée en happy end? Alors, comme je viens de le dire, je n'ai pas participé à des enquêtes à proprement parler, et très souvent, en fait, quand on avait des interpellations sur le terrain, on ne savait pas ce qui se passait ensuite, on les remettait à l'officier de police judiciaire et on ne suivait pas les avancées de l'enquête. Mais je pense que l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire de la disparition de Jeanne-Marie Cagelin, donc l'affaire de Pierrot le Fou. Parce que quand on a appris ce qui s'était passé, et surtout que c'était juste à côté de chez nous, en définitive en Alsace, ça nous a pas mal chamboulé. Ouais. Après, à côté de ça, on a aussi effectué quelques missions au palais de justice de Paris, où on faisait l'escorte de détenus dans les salles d'audience. Et bon, on a entendu des histoires pas très jolies non plus, mais il y avait peut-être une implication émotionnelle différente par rapport à l'affaire de Pierrot le Fou. Bonjour, penses-tu que le métier de policier/enquêteur soit accessible à tout le monde ?
ou faut-il avoir une certaine trempe pour supporter ce mode de vie? Alors policier, je sais pas. Pour ce qui est de gendarme, c'est pas tellement une certaine trempe, mais je pense que on rentre pas par hasard. Quand on rentre en gendarmerie, c'est vraiment parce que on a un idéal, parce qu'on a des envies. On rentre pas pour la gamelle, comme on dit, parce que les conditions de travail sont telles et le nombre d'heures effectuées est tel que si on n'y rentre pas vraiment parce qu'on a envie d'y rentrer et de faire ce métier-là, on fait pas long feu à mon avis. Alors une question intéressante. En tant qu'ancien gendarme, est-il vrai que beaucoup de tes collègues sont racistes et homophobes en toute transparence? En toute transparence, je pense que la gendarmerie, comme toute autre entreprise, en définitive, c'est assez représentatif de la société en fait. Il y a différents types de personnes, différents types de profils, et oui, il y a des gens qui sont racistes, oui, il y a des gens qui sont homophobes. Est-ce qu'il y en a plus que dans n'importe quel autre cercle? Je ne pense pas, non. Dans ton passé, en tant que gendarme, étais-tu le bon flic ou le méchant flic? Je pense que j'étais le gentil flic dans l'ensemble, mais il est arrivé à certaines personnes à qui j'ai eu affaire de confondre gentillesse avec, je sais pas, faiblesse peut-être. Ils ont rapidement compris que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait. Donc dans l'ensemble, j'étais quand même, je pense, plutôt cool, mais fallait pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Salut, que faisais-tu dans la vie avant de te mettre sur YouTube? Eh ben, il y a un premier élément de réponse qui a été donné déjà. J'ai été gendarme. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Comment j'ai quitté la gendarmerie? Qu'est-ce que j'ai fait après, avant de devenir youtubeur True Crime? À l'issue de mon contrat, j'ai souhaité y mettre un terme. En fait, si je suis complètement honnête, je pense que la gendarmerie et moi, on s'est séparés d'un commun accord. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que je me voyais pas faire ça toute ma vie, clairement. Et la gendarmerie étant un organe militaire, je pense que mon profil ne correspondait pas trop. Comme je l'ai glissé en début de vidéo, je voulais rentrer à la base pour me donner un cadre parce que, on va appeler un chat, j'étais un branleur. Alors ça m'a donné un semblant de cadre, mais je suis quand même resté un branleur et en gendarmerie, dans l'armée en règle générale je pense, mais en tout cas en gendarmerie j'en suis certain, on n'aime pas trop les grandes gueules. Moi j'étais un petit peu une grande gueule, j'avais un petit peu tendance à dire ce que je pensais, ce qui ne plaisait pas toujours. Voilà, donc mon dossier a été agrémenté de commentaires assez négatifs, et ce qui fait que quand j'ai échoué à l'examen pour passer de carrière, que je n'ai absolument pas travaillé parce que je voulais pas continuer, ils n'ont pas essayé de me retenir non plus, quoi. Voilà. Donc j'ai quitté la gendarmerie et à l'issue, je me suis demandé, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme reconversion professionnelle? Vers quelle branche de métier je vais me diriger? Et là, je me suis dit, bah, j'aime faire de la vidéo. Donc pourquoi est-ce que je ne ferais pas une formation de cadreur et ou de monteur? Ce que je n'ai finalement pas fait parce que pendant mes recherches, je suis tombé sur une école de 3D qui m'a beaucoup intéressé. Et donc je me suis dirigé dans cette voie-là. C'est une école de 3D qui apprenait plus généralement les effets spéciaux visuels. Donc c'est-à-dire qu'il y avait de la modélisation 3D, mais il y avait également du compositing, pour ceux qui connaissent. Un petit peu de montage, des cours de photo, de dessin. Ça a été catastrophique pour moi. Et voilà, tout ce qui touche vraiment à la création d'images dans son ensemble. À la création d'images réelles, de par le tournage et la photo, mais aussi la création d'images digitales. Je suis donc allé dans cette école pendant 4 ans et à l'issue, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de travailler dans ce secteur-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que, très sincèrement, il y avait plein de gens qui étaient bien meilleurs que moi, donc forcément les boîtes préféraient embaucher des profils plus jeunes, puisque j'étais en reconversion, et qui étaient meilleurs, plus doués. Et aussi parce que pour travailler dans ce domaine-là, surtout à l'époque, ça a peut-être un petit peu changé maintenant, et encore que, je suis pas certain. S'il y en a parmi vous qui sont dans cette branche de métier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, mais il fallait principalement travailler dans les grandes villes, que ce soit en France ou à l'étranger, et donc ça voulait dire vivre à Paris, à Londres, enfin voilà, dans les grandes villes. Et moi, c'est impossible. Les grandes villes, je déteste ça. Je suis plutôt quelqu'un de rural, on va dire. Donc ça m'a pas convenu du tout. Et j'ai décidé, une nouvelle fois, de faire autre chose. Je vous passe rapidement sur ce qui a suivi, parce que c'est pas les meilleures années de ma vie. C'était un petit peu, on va dire, j'ai un petit peu touché le fond. Voilà. Et j'ai découvert ensuite une annonce pour travailler en tant que photographe sur les bateaux de croisière. Quand j'ai découvert ça, j'étais comme un fou. Je me suis dit, attends, t'es payé pour aller faire des photos
sur un bateau de croisière. Le job de rêve, n'est-ce pas? Bon, bah non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu de cette expérience rapidement, qui est en non répertorié maintenant, mais je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. J'ai donc fait ça pendant 1 an à peu près, et sur un des bateaux sur lesquels j'ai travaillé, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse et qui est thaïlandaise. Donc, à l'issue de ce contrat sur le bateau, on est tombé d'accord sur le fait que ce serait sympa que j'aille lui rendre visite en Thaïlande, pour voir comment ça se passe, voir si le pays me plaisait, parce que je ne connaissais absolument pas la Thaïlande avant. Et ça fait 6 ans, bientôt 7 que j'y suis, et j'ai pas l'intention d'en partir, donc a priori, non seulement ça se passe très bien avec Madame Raffu, et en plus de ça, la Thaïlande est un pays extraordinaire, avec des gens qui sont adorables, un cadre de vie, enfin voilà. Je suis tombé amoureux non seulement de ma femme, mais aussi de la Thaïlande. Et c'est donc le deuxième point sur lequel je vais répondre à des questions, et vous en avez eu quelques-unes aussi là. Lily qui vient de la Réunion et qui dit « Il fait déjà trop chaud ici et l'été s'est installé. Est-ce qu'il fait chaud aussi où tu habites ?» Alors oui, clairement, la Thaïlande, c'est 30 degrés de moyenne tout au long de l'année. Il fait rarement moins chaud que ça. En journée, en tout cas, il y a des périodes où il fait un petit peu moins chaud pendant la nuit, ou même il fait frisquer, mais frisquer pour nous ici, c'est 20 degrés, quoi. En dessous de 20 degrés, c'est frisqué. Mais voilà, c'est uniquement la nuit et en journée, il fait chaud vraiment toute l'année. Je suppose que tu parles couramment les langues employées dans les îles où tu vis. Alors déjà, je vis pas sur les îles, je vis dans le nord de la Thaïlande, donc c'est plutôt montagneux, c'est pas tellement des îles. Et non, je ne parle pas encore le thaïlandais et j'aimerais bien réussir à m'y mettre, mais il faut du temps pour ça. Et en plus de ça, c'est une langue qui est très compliquée. Donc ça fait partie de mes projets, mais quand, je sais pas. Une dernière question, y aura-t-il de nouveaux formats sur la chaîne ? J'en parlerai tout à l'heure, en fin de vidéo, on parlera des projets futurs. Ton caleçon est-il assorti à ton polo? Et dans ce cas, pourquoi? Eh bien non. Je suis désolé de vous décevoir, mais mon caleçon n'est pas assorti à mon polo. Bonjour Raffu, serais-tu d'accord pour nous présenter ta femme et tes enfants? S'ils le veulent, bien sûr. Alors du coup, mes enfants, ça va être compliqué. En revanche, ma femme, c'est possible. C'est possible. On en reparlera tout à l'heure dans les projets futurs aussi. Je souhaite savoir si tu es toujours en Thaïlande, oui, et si tu comptes faire des vidéos sur des serial killers ou des meurtres en Asie. J'en ai déjà fait quelques-uns, j'ai déjà fait 3 affaires qui se sont déroulées en Thaïlande, je crois, sur la chaîne, et oui, il y en aura d'autres. Maintenant, ça reste extrêmement compliqué, parce que souvent les informations qui sont pertinentes et intéressantes et détaillées, elles sont en thaï, et même avec Google Traduction, c'est pas toujours évident. Ça a été une vraie galère pour l'affaire sur le Ted Bundy thaïlandais, que vous pourrez retrouver ici, là. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pénible, et à l'époque, je sais que j'avais mis ma femme à contribution énormément pour qu'elle m'aide à traduire certaines choses. Elle a failli divorcer. Donc non, j'en ferai d'autres, mais ce sera pas la majorité parce que c'est extrêmement compliqué, dû à la barrière de la langue. Est-ce que tu habites en Thaïlande pour profiter sereinement du 3e genre? Non. Non, j'en avais entendu parler, évidemment, avant d'aller en Thaïlande, bien que je n'ai aucune connaissance de la Thaïlande avant d'y aller. J'en avais évidemment entendu parler via les reportages absolument neutres et objectifs qu'on peut voir sur les chaînes françaises à propos de la Thaïlande. Mais non. Par contre, il y a quand même un truc qui est assez extraordinaire ici en Thaïlande, un parmi tant d'autres, mais encore un, j'ai envie de dire, c'est que ici, justement, le 3e genre, ça pose de problème à personne en fait. Chacun fait ce qu'il veut et les ladyboys, comme on les appelle, ils sont pas regardés de travers. Ils font leur vie et tout le monde s'en fout. Et en fait, qu'est-ce que ça gêne? Ça gêne personne. Et ça, c'est bien. Le fait que les gens ne jugent pas, ou beaucoup moins qu'en France. Et la dernière question par rapport à la Thaïlande, avant d'enchaîner, est-il possible d'avoir ton adresse et as-tu une chambre d'amis? Alors, bien évidemment, la réponse à la deuxième est oui, et la réponse à la première est non. Peut-être un jour, si j'ouvre une guest house, j'en ferai la promotion sur la chaîne, mais c'est pas dans les projets. Donc voilà comment et pourquoi je suis arrivé en Thaïlande. Et maintenant, comment j'en suis arrivé à créer cette chaîne True Crime. Alors, pour ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière,
quand je travaillais sur le premier bateau sur lequel j'étais, qui était un ferry qui ralliait la Suède à la Finlande. Et ça a été une expérience extrêmement désagréable. Très désagréable parce que déjà, il n'y avait pas vraiment de voyage à proprement parler, puisque tous les jours, on allait dans les deux mêmes endroits. On partait de Suède le soir, on arrive en Finlande le matin et on repartait. Il y avait très peu de temps mort, donc il y a très peu de temps d'arrêt du ferry. Donc ce qui fait qu'on avait, pour ainsi dire, pas tellement l'opportunité de descendre. Donc en gros, pendant 5 mois, je crois, je suis resté enfermé sur ce bateau. Alors évidemment, il y a plus désagréable comme cadre, mais croyez-moi, 5 mois sans mettre le nez dehors, c'est pas très fun. Et ça m'a donné une toute autre perspective sur les marins qui travaillent sur les petits bateaux, ou encore pire dans les sous-marins. Je sais pas comment ils font. C'est une vie qui est très particulière quand même. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que sur ce bateau, c'était pas très fun. Et je voyais pas du pays, comme on dit, alors qu'à la base, j'y étais allé pour ça. Malgré tout, sur le bateau, il y avait Internet. Et donc, j'avais accès, entre autres, à YouTube. Et j'ai commencé à suivre un photographe de voyage qui s'appelle Brendan Vanson. S'il y en a qui aiment la photo, je vous mettrai aussi le lien vers sa chaîne, parce que c'est quelqu'un qui non seulement fait des photos extraordinaires, qui est très sympa, et voilà, et qui fait du contenu vraiment intéressant. Et donc, j'ai commencé à le suivre quotidiennement, tous les soirs, à 17h. J'avais mon petit rendez-vous, j'étais dans l'attente, dans l'expectative de sa nouvelle vidéo, de voir dans quel endroit incroyable il était et quelle photo incroyable il allait faire. Et donc, à l'issue de ce premier contrat, je suis parti sur d'autres bateaux, j'en ai fait 2 autres, dans l'optique de mettre des sous de côté et de partir voyager et de moi aussi faire du contenu pour YouTube, potentiellement lié à la photographie. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais pour autant, quand j'ai commencé à fréquenter ma femme, elle m'a suggéré l'idée de démarrer une chaîne YouTube de cuisine. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa, ça peut être une expérience cool. Ce qu'on a fait donc ensemble pendant, je pense, 2 ans. Et puis, après 2 ans, je lui ai laissé la main parce qu'en fait, moi, la cuisine, ça m'intéresse pas tellement. J'aime bien manger, mais comment la cuisine est faite, ça m'intéresse moyennement. Donc, je l'ai laissé faire son petit bonhomme de chemin toute seule pendant 1 an à peu près. Et toujours dans cette optique de créer du contenu, créer de l'image, je me suis dit ça pourrait être intéressant que je crée ma propre chaîne. Alors qu'à l'époque, et c'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais à l'époque, toutes ces années que j'ai passées à prendre des photos, à faire des vidéos, et j'avais choisi mon côté de l'objectif. Et c'était pas innocent, j'avais pas envie d'être face à l'objectif. Et d'ailleurs, j'ai très peu de photos de moi pendant toute une période parce que je faisais les photos, mais je n'aimais pas être dessus, je n'aimais pas être filmé. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de moi aussi créer ma chaîne. Et donc j'ai cherché le sujet. Je me suis dit sur quoi est-ce que je pourrais bien faire. Et puis je me suis dit que raconter des histoires ça pourrait être sympa, en particulier quand j'ai découvert la chaîne de Mr Baleine, que je vous mettrai aussi en description pour ceux qui parlent anglais. C'est un storyteller qui est incroyable je trouve, et qui m'a énormément inspiré au début. Donc je me suis dit le contenu qu'il propose, c'est assez sympa. Ça m'a renvoyé, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois pendant les lives, à mon enfance quand je lisais des histoires de Pierre Bellemare, parce qu'en fait, c'est la même chose, il raconte des histoires incroyables. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de démarrer cette chaîne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, j'avais pas spécialement décidé de m'orienter vers du true crime. Spécifiquement, l'idée c'était de raconter des histoires vraies, incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui posent la question par rapport à la FAQ, HVI, ça veut dire histoire vraie, incroyable. Et donc, l'idée de départ, c'était de créer une chaîne sur laquelle je raconterais des histoires vraies, incroyables, des histoires qui sont folles, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que si vous allez voir sur les premières vidéos de la chaîne, c'est pas vraiment du true crime à proprement parler. C'est des histoires vraies incroyables. Par la suite, j'ai rebifurqué un petit peu vers le true crime pour 2 raisons. Déjà parce que je me suis rendu compte que c'était un travail qui était très intéressant, un travail de recherche, d'investigation. Investigation entre guillemets, quand je parle d'investigation, je parle plus de collecte d'informations. C'est plus juste. Et en fait, il y a plus d'informations à collecter dans une affaire criminelle que dans une histoire lambda. Voilà, donc ça c'est un travail qui m'a beaucoup plu, et aussi parce que c'est un thème qui vous plaît à vous. Et pour répondre à une autre question d'ailleurs, est-ce que j'ai l'intention de faire un petit peu des histoires de disparition ? J'ai l'intention de refaire des affaires de disparition, parce que c'est un petit peu par là que j'ai commencé,
à l'origine. Parce que quand je vous disais que je me suis beaucoup inspiré de Mr. Baleine lui-même s'inspirait beaucoup d'un auteur qui s'appelle David Polides, qui est un ancien policier canadien, si je dis pas de bêtises, et qui maintenant fait du storytelling, qui a écrit énormément de livres, etc., sur des disparitions. Alors, au début, j'ai trouvé son approche intéressante, et puis au fur et à mesure, je me suis un petit peu éloigné de sa vision, parce qu'il part quand même beaucoup dans des affaires un petit peu... Enfin, dans des explications et des théories un petit peu surnaturelles, pas vraiment paranormales, mais en tout cas, voilà, des choses qui... Par exemple, le Bigfoot ou des choses comme ça, et je me suis un petit peu détaché de ça, parce que je suis quelqu'un qui est quand même plutôt cartésien. Voilà, donc c'est une thématique de laquelle j'ai préféré dévier pour m'orienter sur quelque chose de plus rationnel. Donc je referai des affaires de disparition. Oui, cette année, j'ai fait un sondage récemment d'ailleurs, et vous avez été une écrasante majorité à vouloir en voir de nouveau. Donc je vais en refaire, mais évidemment, ce sera en complément du true crime. Ce ne sera pas du 50-50, mais en tout cas, il y aura les deux. Voilà. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde. Je pense que de tête, c'est à peu près tout sur le pourquoi j'ai commencé cette chaîne. Et du coup, on va enchaîner sur les questions. Arrives-tu à vivre de ta chaîne YouTube? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question, et la réponse est oui. Très clairement, si je n'arrivais pas à en vivre, j'aurais arrêté depuis longtemps, parce que faire un truc par passion, c'est bien, mais il faut pouvoir mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, il faut pouvoir payer les factures à la fin du mois, et le contenu que je crée, c'est un contenu qui demande énormément de temps. Je reviendrai aussi un petit peu là-dessus tout à l'heure, sur le processus, combien de temps ça prend, et quelles sont les étapes nécessaires à la création d'une vidéo, mais c'est extrêmement chronophage, beaucoup plus que certains autres sujets, que les vidéos de cuisine par exemple. Donc si je n'arrivais pas à en vivre, j'aurais été obligé d'arrêter. Non seulement j'arrive à en vivre, et depuis un petit peu moins d'un an maintenant, j'arrive aussi à m'entourer pour m'aider à produire les vidéos et pouvoir me permettre de développer d'autres projets qui n'ont pas encore démarré, dont on parlera tout à l'heure, encore une fois. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui m'aide pour l'écriture, Ishani, qui fait un excellent travail, et je travaille aussi avec des monteurs. Est-ce que votre chaîne YouTube a tout de suite décollé au niveau des vues? Pas du tout. Ça n'arrive pas. Ça arrive dans les contes de fées, les chaînes où ça décolle extrêmement rapidement. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux nouveaux venus qui se lancent sur YouTube? Je vais avoir une réponse un petit peu paradoxale. Je conseillerais deux choses. La première chose que je pourrais conseiller, c'est d'aimer ce que vous faites. Parce que ça peut prendre un certain temps, voire un temps certain, avant que ça commence à rapporter des sous, justement. Et des fois même, ça n'arrive jamais. Par exemple, sur la chaîne de cuisine avec mon épouse, après 3 ans de publication hebdomadaire, ça nous rapportait au maximum 200 € par mois, je crois. Ce qui est bien en complément de revenus, mais quand on essaie d'en faire son activité principale, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que je conseillerais, c'est de faire quelque chose qui te plaît et que tu as envie de partager, parce que c'est même pas dit que ça rapporte des sous. Si ça en rapporte, tant mieux, mais si ça en rapporte pas, est-ce que tu auras envie de continuer? Donc ça, c'est le premier point important. Ensuite, je dirais la régularité. La régularité, c'est quelque chose qui est important, pas tant pour l'algorithme que pour les gens qui te suivent, en fait. Les gens qui te suivent, ils aiment bien avoir des habitudes, ils aiment bien, par exemple, les gens qui regardent mon contenu, ils aiment bien savoir que le lundi soir à 20h, il y a une nouvelle vidéo de True Crime qui sera publiée sur la chaîne. Si je publiais un coup le lundi, un coup le jeudi, un coup le dimanche matin, ce serait un petit peu plus compliqué pour les gens de savoir quand une vidéo sera publiée. Voilà, donc je pense que la régularité et la rigueur, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est important. Toujours essayer de t'améliorer un petit peu aussi, ça c'est quelque chose qui est important. De toujours essayer de faire 1% mieux que la vidéo précédente. Et si tu veux en faire ton métier, si tu veux que ce soit quelque chose qui fonctionne, de faire en sorte que tu apprennes toujours, que tu analyses et que tu comprennes qu'est-ce qui marche pas. C'est un vaste sujet sur lequel je pourrais passer des heures, parce que je pense commencer à avoir une petite expérience quand même sur YouTube, même s'il y a encore plein de paramètres qui m'échappent, parce que l'algorithme de YouTube, c'est quand même un sacré sac de nœuds, on va dire, et je sais pas s'il y a vraiment des gens qui le maîtrisent sur les bouts des doigts, contrairement à ce que certains essayent de faire penser. Mais voilà, en tout cas, le but, c'est de toujours essayer mais que ce soit pour YouTube ou pour n'importe quoi, hein, si on a envie de faire quelque chose sérieusement, je pense que c'est important de toujours essayer de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses,
et de s'améliorer sur ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que les conteurs d'affaires judiciaires comme Pierre Bellemare, Jacques Pradel ou Karl Zero, pour ne citer que, t'ont inspiré dans la narration du true crime? Bon, j'ai en partie répondu à ça. Pierre Bellemare, quand j'étais enfant, oui, évidemment. Jacques Pradel, j'ai peut-être regardé quelques émissions ici et là, mais pas tant que ça. Et Karl Zero, non. J'ai jamais regardé Karl Zero pour son contenu sur les affaires criminelles. Je le regardais à l'époque pour d'autres choses, mais pas par rapport à ça. Dans la narration true crime, c'est principalement des youtubeurs anglo-saxons qui m'ont inspiré. J'ai cité Mr. Baleine, mais il y en a d'autres. Il y a Coffee House Crime. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Quelle est l'affaire que tu as traitée et qui t'a le plus choqué? Elles sont toutes choquantes à proprement parler. Et ensuite, est-ce qu'il y en a une qui m'a plus marqué que les autres? Oui. C'est la disparition du gendarme Mathieu Casergue, gendarme mobile qui a disparu à La Réunion. Cette affaire m'a particulièrement touché parce que Mathieu Casergue, ça aurait pu être moi en fait. Je suis parti outre-mer en mission, j'ai fait la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Et comme lui, j'aimais bien découvrir. On était dans des endroits incroyables qu'on connaissait pas du tout, donc j'aimais bien prendre une paire de chaussures de randonnée et puis aller me promener dans la montagne. Donc cette affaire m'a vraiment beaucoup touché parce que j'aurais pu être à sa place et parce que j'ai tendance à penser que les deux qui l'accompagnaient, dont un qui était gendarme aussi, ils sont pas forcément blancs comme neige, ou en tout cas ils savent quelque chose, je pense. Donc cette affaire m'a particulièrement touché. Évidemment, il y a aussi l'affaire de la disparition de Jeanne-Marie Cagelin, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo, j'étais sur le terrain par rapport à cette affaire pour rechercher Jeanne-Marie et pour, je sais plus si c'était les perquisitions ou sécurisation, pour reconstitution. Et ensuite, toutes les affaires que je traite, elles sont terribles. Elles sont terribles. Maintenant, est-ce que j'anticipe sur une autre question qui a pas mal été posée? Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Parce que il faut savoir faire la part entre son métier et sa vie privée. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai entre autres appris en gendarmerie et que plein d'autres gens apprennent dans des corps de métier complètement différents. Si on prend par exemple les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, j'imagine que la première fois qu'ils doivent annoncer le décès d'un patient à la famille, ça doit être terrible. La deuxième fois, ça doit être dur. La troisième fois, ça doit être pénible. Et puis au bout de la 10e fois, malheureusement, il y a beaucoup moins d'affect qui est impliqué. Je suppose. Je suis pas médecin, donc j'en sais rien, mais voilà. Et donc je pense que quand on crée du contenu true crime, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, on est extrêmement choqué. Et plus ça va, plus on absorbe facilement les informations auxquelles on est exposé. Avec l'affaire de Pierrot le Fou, y a-t-il eu d'autres cas qui t'ont marqué lorsque tu étais dans la gendarmerie? Oui, mais ça, j'en parlerai pas. Ensuite, on va repartir sur du un petit peu plus gai quand même, parce que là, on a bien plombé l'ambiance. Comptes-tu reprendre les lives du dimanche matin? Alors, vous avez été plusieurs à me poser la question, et malheureusement, non, je ne pense pas. La raison principale étant le décalage horaire en fait. Le décalage horaire fait que ça me flingue ma journée du dimanche, moi, parce que le dimanche matin, pour vous, c'est le dimanche en tout début d'après-midi pour moi, et ça veut dire que je fais rien de mon dimanche. Donc non, je ne reprendrai pas les lives du dimanche matin. Et j'ai essayé de réfléchir à éventuellement d'autres créneaux horaires, mais je pense que non, ça va être compliqué parce que pour ceux qui suivent depuis plus longtemps, les lives et la chaîne, je faisais avant les lives en début de soirée, aux alentours de 17h, etc. Mais 17h, sachant qu'il y a un décalage horaire de 5h en été et de 6h en hiver, avec la Thaïlande, 17h, moi, ça me fait commencer à 23h. 23h, quand c'est 6h de décalage, évidemment. 23h, sachant que normalement, je vais me coucher, je suis comme un papy, je vais me coucher vers 21h30, 22h à peu près. Ça fait que je commençais les lives, j'étais éclaté déjà. Donc, fin d'après-midi, c'est pas non plus possible. Et en pleine journée, en semaine ou autre, vous travaillez. Donc, pas tous, mais il y en a qui travaillent, donc c'est compliqué. Donc voilà, ce problème de décalage horaire fait qu'il y aura probablement plus de live, ou en tout cas, pas comme c'était le cas avant. Mais ça aussi, j'en reparlerai tout à l'heure en fin de vidéo, donc restez là. Est-ce que tu cherches des histoires selon un thème prédéfini, ou alors c'est en fonction de ce que tu trouves par hasard lors de tes recherches? Il y a un petit peu des deux. Il y a des fois où je me dis, tiens, j'aimerais bien aborder tel thème.
Et donc, je fais des recherches d'histoire par rapport à ce thème-là. Et soit pendant les recherches pour l'écriture de la vidéo ou pendant les recherches même du sujet de la vidéo, je tombe sur des fois d'autres affaires qui n'ont rien du tout à voir avec le thème de base. Et je me dis, ah mais cette histoire, elle est incroyable aussi et ça pourrait être intéressant de la raconter. Donc même si elle n'est pas liée au thème, en général, je me fais une petite liste, je la mets de côté, je la sauvegarde et je reviens dessus par la suite. Ou pas. Ça arrive aussi que des fois, ce soit pas le cas. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo ? Temps de montage inclus. Je pense que... Alors, je vais parler de l'époque où je faisais tout moi-même, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais quand je faisais tout moi-même, il fallait compter quasiment une semaine. 5 à 6 jours minimum. Il faut compter à peu près 3 jours pour recherche et écriture. Une journée tournage plus des rushs. Et ensuite, 2-3 jours faciles de... Ouais. Selon la longueur de la vidéo. Après, c'est toujours pareil. Évidemment, une vidéo de 25 minutes prendra moins de temps à faire qu'une vidéo de 45. Mais si on prend la moyenne sur une vidéo d'une trentaine de minutes, il faut compter à peu près entre 5 et 6 jours. Tout compris. Du début à la diffusion, combien y a-t-il d'intervenants ? Alors, du coup, il y a pour le moment 3 intervenants. Ishani qui m'aide pour l'écriture, Julie pour le montage, et moi qui supervise tout, qui effectue des relectures, qui effectue des vérifications du montage pour essayer qu'il n'y ait pas de coquilles qui passent. Malgré tout, ça arrive qu'il y en ait. Et ensuite, je m'occupe également du titre, de la miniature et de la mise en ligne, évidemment. Alors, tu soulèves un point qui est intéressant aussi, et il y a quelqu'un d'autre qui m'a mis un commentaire par rapport à ça. Tu dis, moi je n'ai que ma culture, mais parfois les fautes genre isolation au lieu d'isolement ou gestation au lieu de gestion, ça me gêne. Je peux comprendre. Maintenant, il faut savoir que la plupart des affaires, c'est des affaires anglo-saxonnes, qui se passent aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, voilà. Donc, des fois, il arrive qu'il y ait des coquilles au niveau de la traduction, parce qu'il y a ce qu'on appelle des faux amis. Des fois, il y a un mot où on a l'impression que ça se dit pareil en français, alors qu'en fait, non. Donc, on garde le mot en anglais, alors qu'en fait, en français, ça se dit ou ça s'écrit différemment. C'est des petites coquilles qui arrivent, et j'essaye de faire en sorte, par les corrections et les relectures que je fais, que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. L'erreur est humaine, donc voilà. Et quelqu'un d'autre qui faisait la réflexion par rapport à une confusion que j'ai faite récemment ou pas, je sais pas, en tout cas que j'ai l'air de faire plusieurs reprises, puisque ça a interpellé cette personne, par rapport à la confusion entre assurance vie et assurance décès. Alors oui, le pire c'est que j'en ai une des deux, moi personnellement, mais je sais plus laquelle c'est. Je fais effectivement toujours la confusion. Et il y a un autre truc qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est que on a tous des compétences différentes. Et on a tous des domaines dans lesquels on est un petit peu plus pointu que d'autres. Dites-vous que, de par le contenu que je crée, il y a des domaines que j'effleure dont je n'ai absolument aucune idée, dont je ne connais rien du tout. Donc ça peut m'arriver de faire des erreurs, j'essaye d'être le plus carré possible, mais ça peut arriver qu'on fasse des erreurs, soit Ishani, soit moi, ou des fois la personne qui s'occupe du montage aussi, parce que l'erreur est humaine et qu'on n'est pas des spécialistes de tous les domaines dont on parle sur la chaîne, malheureusement. Bonjour, moi je me demandais si tu arrives à vivre de ta chaîne ou si tu as une activité annexe. Donc j'ai déjà répondu à cette question, je n'ai pas de vidéo. Alors, je n'ai pas de vidéo annexe. Je n'ai pas d'activité annexe, je n'ai plus d'activité annexe parce que, en vérité, quand j'ai commencé la chaîne, je faisais du montage en tant que freelance, à distance donc. Et j'ai fait aussi des tournages ici sur place à Chiang Mai où je vis en Thaïlande. Donc j'allais faire des captations et ensuite je m'occupais des montages. Et quand j'ai commencé la chaîne, alors j'arrive plus à me souvenir pendant combien de temps exactement, mais je pense que pendant au moins les 6 premiers mois, on va dire, je cumulais les deux. C'est-à-dire que je m'occupais de faire les vidéos et en parallèle, quand j'avais des clients, je m'occupais de faire leur montage et c'était extrêmement compliqué. Ça faisait des nuits qui étaient très courtes parce que de cumuler les deux, ça me prenait un temps infini, même si les vidéos étaient quand même plus courtes à l'époque. Forcément, parce que sinon c'était pas possible. Donc au début j'avais une activité annexe de monteur, mais maintenant je ne me concentre plus que sur ça. Et bientôt sur d'autres choses. Ce teasing est incroyable tout au long de la vidéo. Je me concentre de plus en plus sur d'autres projets dont je vous parlerai tout à l'heure. Comment choisis-tu tes sujets ? Eh bien du coup j'y ai aussi répondu en faisant des recherches ciblées et des fois par hasard. Alors
ça c'est une petite précision que j'aimerais faire. C'est pas une question qui a été posée, mais c'est une petite précision que j'aimerais faire. Il peut arriver que je traite des sujets qui ont déjà été faits sur d'autres chaînes ou vus sur Netflix ou autre. Pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai pas les yeux rivés sur les autres chaînes et je n'ai pas les yeux rivés sur Netflix. J'ai déjà bien suffisamment de travail comme ça à m'occuper de ma chaîne pour pas m'occuper de ce que font les autres. Du coup, effectivement, ça arrive qu'il y ait des vidéos qui soient en doublon. Et d'ailleurs, il y en a une qui va arriver relativement prochainement, qui a déjà été faite par Max Guys, en l'occurrence, il n'y a pas longtemps. Sauf que, pas de chance pour moi, parce que la vidéo était en préparation depuis plus d'1 an, et elle était prête au moment où lui l'a publiée. Mais du coup, j'ai décidé de décaler la sortie pour que ceux parmi vous qui regardent les 2 chaînes, voilà, ne se mangent pas la même affaire d'une semaine sur l'autre. Donc j'ai essayé d'espacer un petit peu, j'ai retardé la sortie pour que, voilà. Mais tout ça pour dire que, et la plupart d'entre vous, vous êtes super compréhensifs et vous êtes adorables là-dessus, mais il y a quand même quelques personnes qui sont un petit peu reloues, des fois, dans les commentaires, qui disent « Ah, mais j'ai déjà vu cette affaire, ah bah je connais déjà. » Oui, ça peut arriver. Mais d'une, c'est pas forcément volontaire de notre part de prendre des affaires qui ont déjà été faites par d'autres chaînes, et là je dis nous, j'englobe tous les collègues, hein, tous les youtubeurs true crime. On n'a pas le temps en fait d'aller regarder ce qui se fait partout pour s'assurer que personne d'autre l'a fait. On essaye un minimum de le faire, mais on peut pas passer notre temps à ça. Et en plus de ça, le deuxième point, c'est que des fois, il y a une affaire qui a déjà été traitée par quelqu'un d'autre, mais c'est une affaire qui m'intéresse moi. Et égoïstement, du coup, je me dis, ouais, mais si l'affaire, elle m'intéresse moi, j'ai envie de la traiter, même si quelqu'un d'autre l'a déjà faite. Voilà. Quelle est la vidéo que tu as préféré faire, niveau enquête, montage, etc. Du coup, j'en reviens à la vidéo sur la disparition de Mathieu Casergue. C'est la vidéo que j'ai préféré faire, de par la signification qu'elle avait pour moi, de par le fait aussi que j'ai pu avoir la chance de discuter avec Christophe, le gendarme qui était en charge des recherches pour le peloton de gendarmerie de haute montagne de La Réunion à l'époque. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais d'ailleurs refaire à l'avenir, d'avoir des intervenants dans les vidéos. Malheureusement, ça prend un temps incroyable à mettre en place. Mais c'est... Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Ça devient lourd, là. Non, mais c'est dans mes projets futurs d'essayer d'avoir un petit peu des intervenants. Simplement, ça demande une logistique, une mise en place qui est tout autre que de juste raconter l'histoire. Ensuite, vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à des éventuelles collaborations. À commencer par pourquoi ne pas faire une HVI avec d'autres youtubeurs tels que Max Guys par exemple. Je suis pas complètement fermé à l'idée. Bon, Max Guys, j'ai jamais parlé avec lui, mais j'ai parlé avec d'autres youtubeurs true crime et il a été évoqué la possibilité d'une collaboration. Le truc, c'est que comme pour les intervenants, en fait, c'est extrêmement long à mettre en place. On est tous très occupés et voilà, il faut réussir à trouver des créneaux et à mettre ça en place. Donc, c'est pas exclu du tout. Il y en aura peut-être une, peut-être 2 pendant cette année 2024. Et il y a des choses qui sont en discussion, mais il n'y a rien qui n'a été arrêté pour le moment. Quel youtubeur ou youtubeuse traitant des mêmes sujets que toi tu suis régulièrement? Est-ce qu'il y en a qui t'inspirent dans ton travail ou avec qui tu échanges? Des youtubeurs avec qui j'échange, il y en a un paquet, régulièrement ou moins régulièrement, mais en tout cas je suis en contact avec plusieurs autres youtubeurs et youtubeuses true crime qui m'inspirent dans mon travail. Je pense pas que je puisse dire ça, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, déjà en fait moi je suis un gros consommateur de YouTube anglophone. Et je regarde assez peu de YouTube français. Et en plus de ça, quand on fait du true crime à longueur de temps, quand on va regarder YouTube, on aime bien que ce soit changer un petit peu les idées et faire autre chose. Vous voyez, même si, j'en sais rien, votre métier, c'est un métier passion comme le dessin par exemple, et si vous faites du dessin à longueur de journée, quand vous rentrez chez vous le soir, il y a quand même assez peu de chances que vous fassiez du dessin. Plus de chances que vous fassiez autre chose pour vous détendre et pour vous changer un petit peu les idées. Voilà, c'est mon cas. Donc je regarde assez peu de contenu true crime en fait depuis au moins 1 an maintenant. Après, ça m'arrive évidemment d'aller regarder les vidéos des copains et des copines de temps en temps pour leur donner de la force. Mais sinon, en dehors de ça, très très peu. Et ça clôture les questions sur les éventuelles collaborations. Et donc du coup, maintenant, on va parler enfin des projets futurs. Et je vais commencer par répondre à la question. Je vais commencer par répondre à les questions. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui, dans la fatigue d'un tournage,
pourrait tout à fait passer. Et après, au montage, je serais bien emmerdé parce que je m'en rendrais certainement compte, sauf que voilà. Donc je vais commencer par répondre aux questions. Et ensuite, je rajouterai des précisions s'il y en a à rajouter. Céline Pontes qui demande à quand les podcasts, ce serait génial. Je pense qu'effectivement, c'est une pas trop mauvaise idée de lancer le contenu en audio sur Spotify, parce que je sais qu'il y a des gens qui consomment beaucoup ce genre de contenu. Après, en tant que quelqu'un qui est passionné par la création d'images, ça pique. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne regardent pas les vidéos mais qui les écoutent. Bon bah ça pique. Parce que justement, on se donne du mal, on se décarcasse pour faire quelque chose qui graphiquement soit joli. Et donc de savoir qu'il y en a un certain pourcentage qui ne regardent pas les vidéos mais qui ne font que les écouter, bon, c'est chiant. Mais je sais que c'est une pratique qui est relativement courante. Et donc, il est effectivement possible que je transvase le contenu en format podcast. Voilà. Comment ton entourage voit ta chaîne ? Eh ben, une bonne question. J'en sais rien. D'un plutôt bon œil, je pense. Maintenant, je pense qu'ils sont surtout contents de voir que je m'épanouis et que je prends plaisir à faire quelque chose et que ça marche bien. Maintenant, en dehors de ça, je ne sais pas. As-tu des envies de diversifier, de parler d'autres sujets complètement différents ou de faire une toute autre activité IRL ? Oui. La réponse est oui, grand oui, double oui, et voilà. Comme je le disais tout à l'heure, à la base, j'ai envisagé de créer une chaîne dans laquelle je partirai en voyage et je ferai des photos. Alors, la photo, j'ai un petit peu mis ça de côté maintenant. Manque de temps peut-être, mais c'est surtout que je préfère faire de l'image, en fait, de la vidéo, à proprement parler. Donc, c'est en préparation et plus qu'en préparation, parce que la première vidéo est déjà terminée, mais je ne l'ai pas encore rendue publique. Et je vais essayer d'en préparer quelques-unes, mais en tout cas, j'ai l'intention de lancer une deuxième chaîne qui n'aura rien à voir avec le true crime, qui sera plus centrée autour de la Thaïlande. Et probablement, ça je ne sais pas encore, je ne suis pas certain, mais probablement autour de ma deuxième passion, qui est la moto. Je fais de la moto dès que j'en ai l'occasion, la moto plutôt typée enduro que route. Et il y a des balades extraordinaires à faire en Thaïlande qui permettent d'amener dans des endroits juste à couper le souffle. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, parce qu'il y a quelques photos en story ou quoi, voilà. C'est un endroit qui est extraordinaire, le nord de la Thaïlande, le sud aussi très certainement, mais je ne l'ai pas encore exploré et j'espère bien pouvoir le faire via cette deuxième chaîne d'ailleurs. Donc oui, il y a une deuxième chaîne qui sera créée, qui n'aura rien à voir avec le true crime et qui sera plus à propos de balades en moto et de découverte de la Thaïlande de façon plus générale. Et il y a également d'autres projets, déjà le projet podcast dont on vient de parler, je pense que je vais essayer de faire en sorte de mettre le contenu sur les plateformes podcast. Il faudra que je me penche sur comment ça fonctionne parce que je vous avoue que c'est un support que je n'utilise pas du tout moi-même, le podcast. Et j'envisage aussi de faire des formats un petit peu plus courts, peut-être sur TikTok, Instagram, Facebook éventuellement. Voilà, de faire des formats un petit peu plus courts et des extraits de vidéos qui ont déjà été publiés sur la chaîne et des teasers de vidéos qui seront sur la chaîne, mais aussi des histoires exclusives. Donc ça va être mis en place tout doucement pendant l'année 2024 aussi, et j'espère. En tout cas, c'est vraiment le but de proposer en fait les histoires sous différents types de supports, différents types de formats, pour que ça puisse être découvert par un plus grand nombre et pas que les gens qui regardent YouTube et qui regardent des vidéos qui sont relativement longues sur YouTube. Voilà. Donc si je synthétise, chaîne secondaire, vlog, podcast, format court. C'est les principaux projets pour 2024. Est-ce que tu pourrais être amené à te déplacer sur les lieux d'affaires pour filmer toi les lieux et faire des vidéos en extérieur sur place en te filmant pour plus d'immersion visuelle? C'est une chose que j'aimerais beaucoup faire. Malheureusement, pour plein de raisons. En fait, pour une, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça coûterait beaucoup d'argent. Déjà parce que j'habite en Thaïlande, alors à moins de faire ça sur des affaires criminelles qui se sont déroulées en Thaïlande, mais sinon, prendre l'avion pour aller en France, aux États-Unis, en Australie ou autre, c'est pas donné. Et ça veut dire que tout ce temps où je me déplace sur les lieux, du coup, je peux pas travailler sur la chaîne pendant ce temps-là.
Donc non, c'est quelque chose qui est malheureusement très compliqué, et même si j'adorerais pouvoir le faire, il y a peu de chances que ce soit un jour fait. En dehors de la Thaïlande et des faits divers, quelles sont tes passions et tes hobbies? Et ben, comme je viens de le dire, la moto, que je redécouvre. J'étais motard quand j'étais jeune, et ensuite j'ai eu une longue période de ma vie où je n'ai pas pu faire de moto, et là je redécouvre, et c'est incroyable. Voilà, j'adore ça. Quelle est la moto de tes rêves? Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que on n'est pas trop dans le thème, mais une petite moto hard enduro, genre une KTM EX C300 ou son équivalent chez Husqvarna, ça me plairait bien. Et éventuellement la T7 de chez Yamaha pour plus sur la route ou les grosses pistes. C'est des motos qui me feraient très envie. Salut Rafu, vas-tu réaliser des vidéos sur d'autres thèmes que le true crime? Et bah du coup oui, sur la Thaïlande, et probablement plus spécifiquement sur la Thaïlande en moto. Et d'ailleurs je me pose également une autre question par rapport à ce nouveau contenu vlog, c'est est-ce que je le fais en français ou en anglais? Même si mon accent est loin d'être incroyable, je me dis que ça pourrait potentiellement intéresser des gens qui sont anglophones aussi. Voilà, donc j'ai pas encore complètement décidé là-dessus. Je sais qu'en anglais ce serait plus compliqué pour moi, mais je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Dites-moi en commentaire déjà si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous, le vlog en Thaïlande. Et si oui, est-ce que en anglais ça vous conviendrait, ou est-ce que vous préféreriez que ce soit en français? Vraiment, dites-le moi, parce que c'est en fait la plus grosse interrogation que j'ai avant de pouvoir lancer à 100% cette deuxième chaîne. Ensuite, une question de... C'est quand mes neveux? Eh ben écoute frérot, je ne sais pas. Si jamais il y en a, crois-moi, tu seras le premier averti. Qui, évidemment, est mon frère pour de vrai. Et vous avez été plusieurs à me demander si j'avais ou si je planifiais d'avoir des enfants. J'ai été surpris par cette question. Voilà, je m'attendais pas à trouver cette question-là dans les questions pour la FAQ. Que diriez-vous aux jeunes ou aux personnes qui ne sont pas intéressées par ce genre de sujet pour leur donner l'envie de regarder vos vidéos? Eh ben, je leur dirai pas. parce que on peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose qu'il aime pas. On peut lui montrer une vidéo, après il se fait sa propre opinion, s'il aime, il aime, s'il aime pas, il aime pas. Moi je sais que par exemple la couture ça me passionne pas plus que ça, et je pense que tu pourrais me dire tout ce que tu veux sur la couture, ça m'intéresserait toujours pas plus que ça en fait. Donc je pense que chacun aime ce qu'il aime, et qu'il faut pas essayer de forcer les autres à aimer quelque chose juste parce que nous on l'aime. Voilà. Est-ce que ce sont des lunettes pour corriger votre vue, ou servent-elles à nous mettre en condition? Non, c'est vraiment des lunettes pour corriger ma vue, parce que je suis quoi? Je sais plus, ça fait très longtemps que je suis pas allé chez l'ophtalmo d'ailleurs, mais non, c'est vraiment des lunettes pour corriger ma vue. Il faudrait d'ailleurs que je les fasse changer très prochainement, parce que ça fait 3 ans que je les ai. Normalement il faut les changer tous les ans, donc il faudrait que je m'en occupe, mais c'est bien des lunettes pour corriger la vue, et c'est des lunettes que j'ai depuis avant d'avoir commencé la chaîne, pour la petite info. Donc non, c'est pas un accessoire pour vous mettre dans l'ambiance. C'est juste que je l'ai trouvé cool quand je suis allé chez l'opticien, et voilà. Et pourquoi vous ne changez pas de couleur de polo? Pourquoi le polo rouge? Ça symbolise quoi? Eh ben alors le polo, c'est très simple. Il y a la version officielle et la version officieuse. Je vais commencer par la version officielle. La version officielle, c'est que c'est un polo rouge, true crime, bon ça va bien ensemble. Non, pas du tout. La première raison, c'est que quand j'ai commencé la chaîne, je passais tout le temps des heures à me dire, c'est con, hein, et pourtant j'ai jamais été quelqu'un très intéressé par les fringues, mais je passais des heures à me dire, alors qu'est-ce que je vais mettre pour la vidéo? Est-ce que je mets ce t-shirt? Non, celui-là il est pas assez bien pour mes viewers, non, faut que je trouve autre chose. Et c'était un enfer. J'allais faire les magasins pour essayer de trouver des t-shirts, je trouvais qu'ils étaient cool, et puis quand j'arrivais face à la caméra, je les mettais, j'étais en mode, ouais, mais non, en fait, il est pas incroyable ce t-shirt. Voilà. Donc ça a nécessité une prise de décision, et je me suis dit, ok, est-ce que je mettrais pas tout le temps la même chose? Et du coup, j'ai toujours été un petit peu uniforme quand même, malgré tout, pendant ma carrière, pendant mes différentes carrières, parce que quand j'ai été gendarme, évidemment, j'avais l'uniforme. Ensuite, quand j'ai travaillé sur les bateaux, pour nous différencier des passagers, on avait aussi un uniforme spécifique pour chaque bateau. Voilà, donc j'ai toujours trouvé ça cool, parce que ça permet de dire, voilà, quand on a ça sur le dos, on est au travail.
Et ensuite, quand on l'a plus, voilà. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse faire uniforme. Et du coup, j'ai pensé à Antoine de Maximi, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, en tout cas, parce que je le connais pas personnellement. Mais voilà, Antoine de Maximi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste français qui a fait une émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous, qui est incroyable, où il parcourt le monde à la rencontre des gens, et où il essaye de se faire inviter chez eux pour passer la soirée et la nuit. Et Antoine de Maximi, il porte toujours la même chemise, une chemise rouge. Et je me suis dit, du coup, alors chemise rouge, évidemment non, parce que c'est pas du tout mon style, mais un polo rouge, voilà, ça pourrait être cool. C'est une espèce de petit clin d'œil à Antoine de Maximi, et une facilité pour moi, parce que j'ai pas à me poser 36 000 heures la question de qu'est-ce que je vais mettre pour le prochain tournage. Là, je le sais. As-tu des enfants? Du coup, non. Et si oui, quels conseils donnes-tu à tes ou des enfants pour se protéger des prédateurs en 2024? Ça peut servir à d'autres parents. C'est un petit peu compliqué pour moi de répondre à cette question vu que je n'ai pas d'enfants et que je n'ai pas une expérience incroyable avec les enfants. Quels conseils je pourrais donner à des enfants pour se méfier des prédateurs? J'ai presque envie de dire le dialogue, c'est la solution, c'est la réponse un petit peu facile, mais c'est vrai. N'hésitez pas à en parler avec des adultes, pas nécessairement vos parents, mais des adultes qui auront sans doute des conseils plus judicieux à vous donner. Et méfiez-vous de tout et de tout le monde sur Internet. Il y a plein de gens qui arrivent à utiliser Internet et à servir d'Internet pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc voilà, méfiez-vous toujours des gens avec qui vous parlez quand vous ne les connaissez pas. Dites-vous que peut-être Kevin, 14 ans, c'est en fait Robert, 58 ans. Voilà. Je m'excuse auprès de tous les Robert, 58 ans qui me regardent. Non mais voilà, faites attention avec qui vous parlez, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui arrivent à manipuler des gens un peu plus jeunes en leur faisant croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas du tout. Est-il encore possible d'être un tueur en série aujourd'hui? Je sais que ma question est bizarre, mais je trouve que les tueurs en série ont été nombreux dans les années 70-90 et plus rien aujourd'hui. Alors plus rien, c'est malheureusement pas complètement vrai. Je pense que malheureusement ça existera toujours. Maintenant, je pense que contrairement aux années 70 et même avant, avec les progrès de la science, c'est beaucoup plus difficile de ne pas se faire attraper. Et ça, c'est bien. Si tu étais un tueur en série, tu serais lequel? Je serais Dexter Morgan. Je tuerais les sales types. Peux-tu parler la langue du pays? Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement non. C'est une langue qui est extrêmement compliquée. Et on a beau dire le français, c'est une langue qui est compliquée. Il y a plein de trucs irréguliers, etc. C'est vrai. Et je pensais que c'était une des seules langues, mais non. Le thaïlandais, c'est pareil. Il y a des mots qui n'ont pas de sens, et quand on demande pourquoi ça se dit comme ça, on dit parce que c'est comme ça. Voilà, faut le connaître, c'est tout. Donc non, c'est une langue qui est très compliquée, et malgré tout, il faudrait quand même que je m'y mette. En tant qu'ancien gendarme, tes conseils de préparation mentale. Comment se forme-t-on en tant que gendarme pour résister à la pression, ne pas péter les plombs au milieu d'une situation stressante? Comment savoir gérer le fait d'avoir une arme, ce qui peut être dangereux aussi? Elle est longue et compliquée cette question, et elle prendrait un temps de réponse un petit peu trop important. Je sais pas s'il y a... Après, ça dépend de tout un chacun. Hein. Je pense pas qu'il y ait de préparation mentale à avoir. Et ne pas péter les plombs au milieu d'une situation stressante, là c'est pareil, ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui vont gérer ça sans trop de problèmes, et il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de mal à gérer ça, et qui du coup vont déraper. Et comment savoir gérer le fait d'avoir une arme, ce qui peut être dangereux aussi, clairement, et je pense que une des réponses à cette question, c'est justement le fait de savoir que c'est dangereux et que ça peut ôter la vie, et que c'est pas un jouet. Dans les gens que j'ai côtoyés en tant que gendarme, j'ai pas entendu parler d'un seul qui sortait son flingue pour le plaisir, par exemple. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Je dis pas que ça n'existe pas, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, comme dans toute micro-société, il y a de tout. Mais je pense que dans l'absolu, là, on en est juste conscient quand on a une arme de service tous les jours, que c'est un outil mortel et que le but, c'est de réussir à ne pas s'en servir. Et enfin, la toute dernière question pour conclure cette vidéo FAQ, qui est déjà assez longue, je pense. Je sais pas combien de temps on en est, mais à mon avis, elle va être assez longue. Fais-tu des rencontres abonnées? J'aimerais te rencontrer, c'est un rêve. Et ben, j'ai envie de te dire que très souvent, quand on réalise un rêve, on se rend compte que c'est pas si ouf que ça. Donc je préfère que ça reste un rêve. Et non, je ne fais pas de rencontres abonnées. Il ne faut jamais dire jamais, mais
Mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Voilà qui conclut cette vidéo FAQ un petit peu longue et un petit peu différente de d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur de répondre à vos questions, de vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur moi et sur le pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je ne répondrai peut-être pas à toutes, mais je ferai de mon mieux en tout cas. On se retrouve lundi prochain pour la reprise officielle des vidéos d'affaires criminelles sur la chaîne. Et comme je vous le disais pendant la vidéo, en 2024, il va y avoir des affaires criminelles, mais je vais commencer à réintroduire aussi un petit peu des affaires de disparition mystérieuse. En tout cas, j'espère que le programme 2024 va vous plaire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne semaine, et à lundi prochain. Salut!